Bien, je démarre. Donc, je vous remercie d'être là. Vous avez beaucoup de problèmes techniques, bon, c'est pas grave. Et puis, peut-être que d'autres personnes vont arriver, ou pas d'ailleurs. Alors, en fait, je suis Nassera Sediki, je suis formatrice en économie et gestion. Donc, ça fait 4 ans que je suis à l'INSPE de Polynésie. Et donc, j'ai 2 rôles. Le premier, c'est de préparer les étudiants de master au concours de l'enseignement. Donc, au début, je préparais au CAPLP d'économie et gestion et au CAPET. Et en fait, on a recentré, puisqu'il y a beaucoup d'options possibles dans ce concours, donc on a recentré CAPET, option marketing. Donc, j'ai un petit groupe de 15 étudiantes qui, progressivement, en fonction de leur vie et de leur choix, voilà, sont arrivées là en fin de semestre à 12 étudiants qui préparent le concours. Et en parallèle, j'accompagne les fonctionnaires stagiaires qui ont réussi donc le concours l'année dernière. Et donc, je les accompagne dans leur première année d'enseignement. Donc, je les visite sur le lieu, je leur prodigue tous les conseils possibles et je les ai en formation. Concernant cet enseignement dont je vais vous parler, donc en fait, dans le Pécha-Coucha lundi, j'exposais bien que j'avais fait un premier test en arrivant en Polynésie sur un tout petit enseignement de 3 heures et je l'ai hybridé en fait pour un petit peu me lancer, mettre le pied à l'étrier de l'hybridation. Donc j'avais travaillé sur ce petit enseignement de 3 heures et ensuite j'avais déjà en charge le cours d'histoire de l'économie et de la gestion, mais j'avais plusieurs difficultés. Donc ça, c'est auprès d'étudiants de L1 à l'université. Je l'ai fait pendant 4 ans, ce cours. Donc, première difficulté, c'est un cours magistral. Donc, on sait bien qu'en début d'année, premier cours, 238 étudiants, puis au fur et à mesure des semaines, on se retrouve avec une trentaine, voire moins, en fonction des périodes de l'année. Donc, finalement, ma présence dans l'amphithéâtre à moitié vide ne se justifiait pas vraiment. Deuxième problème, c'est un cours magistral pour lequel il n'y avait pas de TD. Donc en fait, pas de possibilité de mettre en application, pas de conversation possible avec un chargé de TD, et du coup, les étudiants n'avaient que le cours magistral. Donc la première année, je l'ai entièrement fait en présentiel, donc face parfois à un amphi quasi vide. Et donc j'avais essayé, compte tenu du faible nombre d'étudiants qui se déplaçaient, j'avais essayé quelques activités d'échange pendant le cours magistral. Et donc, j'avais passé le micro, essayé quelques activités, et en fait, je n'avais aucune réaction, mais vraiment aucune. Donc, je crois qu'ils n'étaient pas habitués à l'échange en cours magistral, et que ça les perturbait un peu, puisqu'ils venaient plutôt consommer un cours, assister à un cours, mais pas interagir avec l'enseignant. Donc, j'ai demandé l'autorisation en fin d'année d'hybrider l'enseignement et de le basculer à 80% en distanciel et 20% en présentiel. Comme nous avons un problème d'occupation des salles, d'emploi du temps, comme dans tous les établissements, donc ça a été validé, donc il m'a fallu plusieurs autorisations, ça a été validé, donc j'ai pu me lancer dans l'hybridation. Donc je partais de quoi? Je partais de PowerPoint que j'avais préparé, avec des ressources bien sûr, que j'avais déjà utilisées en présentiel, et qu'il fallait en fait remanier pour une hybridation, pour une prise en main à distance quasi complète. Donc, il y a 30 heures de CM. Les heures de CM, je veux dire, il y a un calcul qui est fait mathématique, ça correspond à 45 heures équivalent TD. Et du coup, je proposais 4 séances en présentiel, 2 séances au tout début, les toutes premières, pour un petit peu accompagner les élèves qui auraient des difficultés à comprendre ma modalité de travail ou à se lancer dans le travail pour vérifier un peu comment ça se passe. Et ensuite, 2 séances à 1 avant chacun des CC. Donc, je les voyais 4 fois en présentiel au cours de l'année. Tout le reste, c'était prise en main à distance. Ça s'est passé en 3 années. La première année, j'ai proposé en fait mes PowerPoint en améliorant un petit peu, en insérant des activités et en filmant mes commentaires. Donc, j'ai fait des vidéos. Donc ça, c'était pour le travail de la première année, parce qu'hybrider, c'est un travail conséquent. Et surtout, le très, très gros travail que j'ai eu à faire en première année, c'était de prévoir les 2 CC qui se passent à distance et qui sont issus d'une base de questions d'environ 200-240 questions que j'ai dû en fait créer à partir de mes séances pour pouvoir en fait proposer des QCM. Donc là, le gros travail de la première année a été de concevoir les questions qui ont servi de base de QCM, et je vous expliquerai comment on limite en fait la tricherie aux examens, puisqu'ils sont à leur domicile, ou ils sont à la BU, etc. Donc quelles sont
les propositions qui m'ont été faites par le service numérique pour éviter ça. Donc ça, c'est première année. Deuxième année, j'ai essayé de rendre un peu plus attractif mes cours. Parce qu'en fait, c'était à prendre en main à distance, donc il faut quand même que ce soit assez ludique. Et il fallait aussi que je surveille en fait qu'il n'y ait pas une dégringolade des résultats aux examens pour justifier le fait que je continue l'hybridation. Voilà. Et cette année, nous avons en fait avec le service numérique essayé de rendre l'aspect visuel du cours beaucoup plus attractif et plus intuitif. Donc on a travaillé sur l'ergonomie de l'espace de travail. Voilà. Donc on a fait ça en 3 ans pour hybrider complètement. Et là, je pense qu'on peut basculer à une hybridation 100%. Donc ce que j'ai demandé très récemment, à savoir si je pouvais continuer à assurer ce cours en l'hybridant à 100%. Donc en supprimant les 4 séances qui restent. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu comment l'espace fonctionne. Et puis ensuite, on ira sur une séance de manière très précise. Bonjour. Alors, l'espace de travail est ainsi. Donc, en fait, il faut pouvoir indiquer aux étudiants les modalités de travail, où on se voit, les modalités d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment dès qu'ils arrivent sur l'espace de travail. Ensuite, là, vous avez un espace qui est dédié à la présentation du cours et du contrôle des connaissances. J'ai un petit groupe environ d'une dizaine d'étudiants non assidus, donc qui travaillent et qui suivent ces cours complètement à distance et qui doivent pouvoir se repérer dans mon espace de travail. Voilà, la présentation du cours avec un PowerPoint à visualiser, puis après avec un document à télécharger où il y a le programme, les examens, etc. Donc ensuite, tout est organisé par thème. Donc, je leur propose 11 thèmes qui correspondent à des périodes dans lesquelles je traite de l'histoire de l'économie. Et puis, chaque fois, j'ai inséré le CC au moment où il intervenait. C'est-à-dire que ce premier CC va faire le point sur les 4 premiers thèmes et ce CC va faire le point sur l'ensemble du programme de l'année. Et enfin, il y a un examen de seconde chance qui est prévu environ 1 semaine, 15 jours après les derniers examens pour les étudiants qui font le point et qui pensent ne pas pouvoir s'en sortir avec les notes obtenues. Je vais maintenant entrer dans un cours très précis. Donc, quand on hybride, en fait, alors moi je n'avais jamais fait ça avant, mais j'avais quand même testé avec mon petit module de 3 heures, on nous dit que la donnée temps est importante. Donc, j'ai dû estimer le travail pour les étudiants. Donc, pour chacune des séances, en fait, il faut découper un thème en plusieurs séances qui ont une cohérence et donner un équivalent en termes d'investissement horaire. Donc là, le temps qui est estimé pour chacune des séances, c'est un temps de consultation de la ressource, de travail sur les questions posées, puisque du coup, j'ai essayé de faire un enseignement interactif. Donc tout au long de la présentation, ils ont à réfléchir aux questions que je pose. Ensuite, une petite fiche à concevoir pour pouvoir réviser tranquillement pour les CC. Et enfin, de consultation de la correction qui est proposée sous forme vidéo. Donc chaque fois, il y a des thèmes, des ressources supplémentaires lorsqu'il y a besoin. Et donc, à chaque fois, une indication de temps de travail, ce qui leur permet parfois, entre 2 cours, pendant la pause, etc., de voir le temps qu'ils peuvent consacrer à ma séance. Le travail est proposé de manière interactive, donc il y a forcément des activités un peu plus ludiques pour se poser, etc., mais toujours avec un intérêt pédagogique derrière. Donc là, par exemple, au lieu de leur donner des définitions toutes prêtes, je leur ai mis un lien qui va vers des mots croisés. Et la correction derrière, en fait, c'était le prétexte à donner les définitions. Et donc, à la fin, apparaissent les séances au format vidéo. C'est-à-dire que je me suis filmée, donc on n'entend que ma voix au final, parce que je m'étais posé la question, mais ça ne présente pas d'intérêt, je préfère qu'il se focalise sur les ressources. Bonjour. Donc, j'ai enregistré en fait ma bande son, et je commente chacun comme si j'étais en présentiel au cours magistral, en donnant toutes les réponses et en les commentant. Et du coup, vous voyez bien qu'il y a 11 thèmes, il y a environ 4 séances par thème, 4 à 5 séances, qui fait une quarantaine de bandes son d'enregistrement. Et du coup, je vous montrerai tout à l'heure un exemple précis, non pas que vous allez suivre comme mon enseignement, mais un petit peu tout ce qui a été mis en place. Les CC donc, sont réalisés à distance. Donc, en fait, j'ai créé une banque d'environ 200-240 questions de mémoire. Donc, ce sont des questions à choix multiples.
Et pour pouvoir proposer aux étudiants quelque chose qui ne biaise pas les résultats, eh bien, en fait, on a travaillé sur ce que les techniciens ont appelé une randomisation, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de questions pour qu'il y ait un tirage au hasard des questions et un tirage au hasard des réponses. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, il y a 240 questions. Pour chacune des questions, plusieurs modalités de réponse, ce qui va permettre à deux étudiants côte à côte, par exemple au CDI, lorsqu'ils se connectent, de se dire, bien, on va faire le CC ensemble. Donc, toi, au moins, on va arriver à 2 ou 3. Vous doutez qu'un groupe de 10, ils se retrouvent tous avec toutes les bonnes réponses. Donc, en fait, quand chacun va aller sur le quiz, personne n'aura la même question en même temps. Et personne n'aura les modalités de réponse dans le même ordre. Donc, tout ça est fait de manière numérique. Moi, je n'ai pas à gérer. Moi, j'ai juste proposé une banque de questions suffisamment importante pour que le tirage au hasard se fasse dans un volume assez conséquent. Donc, deux étudiants ensemble ne devraient pas en fait tomber sur la même question. Et si c'était le cas sur un groupe plus grand d'étudiants, sur un échantillon plus grand, ils n'ont pas les modalités de réponse dans le même sens. Comme il n'y a que 60 secondes pour répondre à la question, ils n'ont pas le temps ni de consulter une ressource, ni de discuter entre eux, ni d'aller voir sur le net, puisque sinon ça passe automatiquement à la question suivante. Si toutefois ils tombaient par hasard sur la modalité de réponse plus tard en se disant « je vais retourner en arrière », ils ne peuvent pas retourner en arrière. Donc en fait, nous avons mis un certain nombre de contraintes pour éviter qu'il y ait des tricheries et que je puisse quand même contrôler cette évaluation à distance, même si je ne les surveille pas. En fait, je trouve que cette modalité numérique, finalement, me semble efficace. Restait juste une possibilité de tricherie. Donc, en fait, on se met dans la peau d'un étudiant qui voudrait tricher. On essaye d'envisager toutes les possibilités. Donc, c'est l'étudiant qui va cocher pour chacune des questions toutes les modalités. Mais forcément, il aura toujours la bonne dans le lot de questions. Eh bien, on a mis en place une pénalité. Et donc, numériquement, un étudiant qui cochait toutes les réponses était repéré. Et donc, il était pénalisé avec des points négatifs. Donc, je peux dire que sur 3 ans, finalement, j'ai des résultats qui sont stables, voire parfois des résultats qui sont meilleurs par rapport à la première année où j'avais réalisé cet enseignement complètement présentiel. Donc, finalement, l'évaluation à distance. Alors, je sais que parfois, dans la presse, on voit que les quiz à l'université, c'est décrié, mais finalement, quand on met tout en œuvre pour essayer de gérer le groupe d'étudiants à distance, je trouve que ça reflète plutôt bien les différentes possibilités. Donc, ce que je fais, c'est que je discute avec eux de 2 façons. La première via des annonces. Donc là, je m'adresse à tout le groupe. Donc, en fait, les annonces sont envoyées aux étudiants sur leur boîte mail universitaire et à tous en même temps. Donc, parfois, j'ai eu à gérer des groupes allant jusqu'à 238 étudiants. Ça peut aller entre 150 et 238. D'où, vous comprenez, la modalité d'évaluation aussi par quiz. Je ne peux pas corriger 238 copies pour un enseignement de 30 heures. Ça aussi, c'était l'une de mes réflexions. C'est plutôt difficile. Donc, numériquement, ça va, c'est automatisé puisque je dois aussi travailler sur la manière d'évaluer, les pondérations, etc. Et tout ça est saisi. Donc, je discute avec eux par annonce. Donc, j'envoie des messages de manière assez régulière. Donc, vous voyez, là, on va se placer sur le début d'année. Ici, donc voilà, début du CM d'histoire de l'éco et de la gestion. Je vais en voir certains en présentiel, mais pas tous. J'ai des non-assidus, donc j'annonce le cours. Là, je reviens un petit peu à la charge en prévoyant de rappeler, attention, on se voit tel jour, on se voit très peu, donc il faut vraiment venir à ce premier cours dans lequel j'explique toutes les modalités. Et donc après, voilà, je continue. Et parfois, j'envoie des annonces en réaction à des questions. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, par exemple, qui étaient perdus sur les numéros de thème. Donc, je réponds à l'étudiant, mais à tous les autres de la même manière. Donc, voilà, vous voyez, je dis, on m'a demandé par mail pourquoi les numéros ne se suivaient pas. Et là, je me suis dit, oui, l'étudiant, il a raison, sa question n'est pas idiote. Donc, je vais annoncer à tout le monde. Il y en a peut-être d'autres qui n'osent pas poser la question. Et donc, je leur dis bien, pas d'erreur de numérotation, mais j'ai gardé les thèmes 8 et 11 pour les CM en présentiel. Donc, j'avais choisi certains thèmes que j'allais aborder avec eux. Seulement ceux-là, je les bloque en accès et que du coup, eux ne les voient pas. Ils avaient l'impression que j'avais fait une erreur ou oublié de déposer des ressources. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois que j'ai des questions pertinentes, je réponds et en répondant à tous. Ou alors, quand j'ai moi-même des annonces à faire, à ce moment-là, je peux discuter avec eux par ce biais-là.
Donc, très régulièrement, en fait, je leur annonce la date du test en leur disant vous devriez être à tel niveau de vos révisions, de votre travail, etc. Et vous voyez là, par exemple, j'ai mis inquiétude, histoire de l'écho et de la gestion. Voilà. Et donc, ça, c'était pour un petit peu me dire où c'est pas normal, il y a un groupe trop important d'étudiants qui ne travaillent pas. Parce qu'en fait, je peux aller regarder toutes les traces numériques qu'ils laissent et savoir qui a consulté quelle séance, qui l'a téléchargé, qui a travaillé dessus, etc. Donc là, quand j'avais fait ces relances, je vais vous montrer après, c'est sur le côté, hein, eh bien, j'ai vu que trop de personnes n'avaient pas assez travaillé. Donc, vous voyez, j'ai dit, hein, j'ai constaté que 16 étudiants sur 166 avançaient convenablement, comme je l'avais prévu dans le traitement des séances. Un rythme satisfaisant, etc. Et je leur dis bien que j'ai arrêté mes relances à un certain stade. Donc là, j'étais allée séance 1 du thème 3, donc je travaillais sur les 3 premiers termes, et que j'annonce ma prochaine vérification du travail. En fait, les étudiants travaillent chez eux. Au début, ils ont l'impression qu'ils sont complètement libres, mais mes rappels constants et le fait qu'ils voient que je surveille font qu'après, ils échangent avec moi en me disant Madame, j'ai pas eu le temps, cette semaine j'ai eu tel et tel problème, et je vais m'y mettre. Et donc, c'est intéressant de pouvoir en fait être là sans être là. Voilà. Et donc ensuite, je discute avec eux sur les résultats au test. Je leur donne par exemple les moyennes, les notes, voilà. Et puis, il y a des bugs parfois. Donc là, j'avais eu un bug sur le test qui ne s'ouvrait pas, que j'ai dû en fait gérer à distance avec les collègues du numérique. Et du coup, j'ai rallongé simplement la période d'évaluation. On a rajouté une demi-heure. Donc on peut aussi, l'évaluation est à distance, mais il faut rester vigilante et rester connecté. Et donc ça, voilà, c'est un des petits inconvénients, mais qui se gère. Et à la fin, voilà, donc j'indique bien le moment où les notes sont affichées, les moyennes, si ça me semble satisfaisant ou pas. Donc j'ai un suivi des évaluations via les annonces. Maintenant, comment je fais pour gérer chaque étudiant individuellement? Donc là, il y a en fait une messagerie directement sur l'espace de travail. Et donc, vous voyez, voilà, messagerie, 467 messages gérés. Donc, ça fait quand même un certain paquet de messages. Donc, en fait, les étudiants m'écrivent très régulièrement et moi, je leur fais des relances. Donc, soit on me demande les notes, donc j'indique que je les ai publiées, soit on me demande parfois, alors comme l'évaluation est à distance, l'étudiant n'a pas l'occasion de contester, donc il le fait là. Et du coup, vous voyez là, par exemple, j'ai pas fini les 100 questions, à 14h, le CC s'est fermé, mon contrôle a-t-il été enregistré? Et donc, voilà. Je vais sur l'espace et je suis capable de lui dire, voilà, tu as 8,30, tu t'es connecté de telle heure à telle heure et tu as les points jusqu'à la question nanana. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, tout est enregistré. Donc, je montre à l'étudiant que aussi il n'est pas en possibilité de contester la modalité d'évaluation à distance, puisqu'en fait, je peux aller vérifier. Donc, un étudiant ne peut pas me dire, Madame, j'ai répondu à la question, ça n'a pas été pris en compte, puisqu'en fait, on a vraiment une traçabilité qui est vraiment intéressante. Voilà, donc sur d'autres situations, voilà, j'arrive pas à accéder au CC, donc j'ai répondu à tous ceux qui m'avaient dit Madame, il y a un bug. Et donc, il y a un petit peu tout. Alors, je ne sais pas si je peux en retrouver une. C'est intéressante. Alors ça, ce sont mes relances que vous allez pouvoir voir. Et donc, je fais les relances par séance. M1, séance 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est un message général puisque je peux paramétrer, je vais l'envoyer à tous ceux, en fait, je les sélectionne, tous ceux qui n'ont pas fait la séance 1 du thème 5, je les coche et je leur envoie le message automatiquement. Donc ça facilite quand même mon suivi, heureusement. Hein. Mais chacun reçoit un message individualisé. S'il a fait le travail, il ne recevra pas le message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Juste une question. Vas-y. Par rapport à l'effectif que tu as d'élèves, est-ce qu'il n'était pas possible, ou est-ce qu'il serait possible d'hybrider ta pratique avec une assistance IA pour qu'elle réponde à ta place? Je ne me suis jamais posé la question. Alors en fait, là, comme je disais, j'en suis à ma 4e année. Première année non hybridée, 100% présentiel, pas efficace du tout.
Ensuite, première année, j'ai surtout travaillé les QCM. Deuxième année, j'ai essayé de rendre vivant et plus interactif les cours. Cette année, on a travaillé sur l'ergonomie. J'ai demandé à poursuivre ce cours, mais la question me semble hyper intéressante. Pour l'instant, c'est le côté humain, c'est moi qui réponds. Mais c'est vrai que vu le nombre oui, et le nombre de messages traités, là, la question se pose. Ouais, je me dis que oui. C'est intéressant de voir avec les collègues du numérique si effectivement ça pourrait être géré peut-être en première partie par l'intelligence artificielle. Ouais, super. Alors voilà, donc là je vous ai montré un petit peu tout ce qui relevait de l'espace de travail. Je laisse me dire si vous avez des questions, mais ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est d'aller sur le tout premier cours et de voir comment c'était fait, donc ce qui était proposé aux étudiants et comment à la fin j'arrive à corriger, à leur donner des conseils, etc., tout à distance. Donc voilà, ce qu'ils ont. Je vous trouve ici. Voilà, je vais prendre le premier thème et la toute première séance qui est celle où j'insiste le plus sur les méthodes de travail. Donc, vous voyez, le PowerPoint s'ouvre. Moi, je vais utiliser l'autre, ce sera plus pratique. Mais je commente, surtout pour cette première séance. Les séances sont jalonnées de ressources à consulter, de questions à traiter. Et je vous propose un corrigé audio que vous allez pouvoir écouter en fin de thème après avoir réfléchi aux activités. Alors, comme en AD numéro 2, j'avais eu le souci d'étudiants qui passaient au thème 5 sans avoir fait le 1 ou le 2 ou le 3, avec le service numérique, en fait, on a travaillé sur les liens. Et donc, vous voyez, la ressource ne peut pas être ouverte si la séance 1 n'a pas été réalisée. Et donc, on a mis ça en place tout du long. Et à la fin, je m'étais posé la question de savoir est-ce que je laisse l'accès au format vidéo, donc à la partie correction, possible même si on n'a pas suivi tout ce qu'il y a au-dessus, donc toute la phase de travail. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est un choix individuel que fait l'étudiant. Il y a peut-être des mamans qui travaillent, voilà, il y a peut-être des situations variées, des gens qui n'ont vraiment pas le temps de travailler, comme je leur demande, sur 4h30 pour le thème 1. Donc, j'ai choisi de laisser le format vidéo et la correction en me disant, ben là, ils sont autonomes, c'est à eux de voir s'ils veulent travailler ou pas. Donc, je vous montre ce premier PowerPoint. Voilà, je les guide. Donc là, sur la période historique, néolithique jusqu'aux civilisations antiques, le découpage est un découpage temporel. Première séance, indication de travail d'1h30. 1h30, c'est pour un étudiant qui a certaines difficultés, puisqu'en L1, économie et gestion, nous récupérons un public très hétérogène. On peut avoir des bacs généraux, des bacs professionnels, des bacs technologiques et des personnes qui sont en réorientation. Donc en fait, il faut que je puisse, moi, les intéresser à mon sujet sans trop les pénaliser. Le cours est structuré comme un cours classique, donc avec des parties, c'est pour qu'ils puissent en fait ficher. Et donc, je leur propose de travailler sur des ressources interactives et notamment sur Citeco, qui est l'un de mes outils. Donc là, c'est une frise chronologique. Donc, vous voyez, là, je choisis directement la ressource sur laquelle il doit aboutir. Autant j'aurais pu donner le chemin d'accès, mais puisque j'ai ce public hétérogène, je facilite le travail pour ceux qui sont en grande difficulté. Donc là, je veux juste qu'ils lisent ça. La ressource est toujours posée avec en plus des visuels, voilà. Et donc la frise, je leur conseille après d'aller l'utiliser sans forcément que je leur donne la ressource. Alors en bas, voilà, on est là, vous voyez. En fait, cette frise est animée, donc on peut se déplacer, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Voilà, dans le temps, et ça couvre toute la période. Hein. Donc après le Moyen-Âge, on passe à la période suivante, et on va avoir comme ça toutes les périodes historiques. Donc s'ils ont besoin ensuite, lorsque moi je vais traiter une période, d'aller revoir, ils peuvent utiliser cet outil de manière autonome. Et donc, je leur propose de lire la ressource que vous venez de voir, et je travaille sur les aspects du cours qui m'intéressent. Donc, c'est des choses relativement simples, mais ensuite, quand on fait l'ensemble de la synthèse de cette séance 1, on a retenu certaines informations qui me semblent pertinentes pour la partie cours de l'histoire de l'économie. Donc là, comment nomme-t-on cette partie rosée de la carte? À quel pays on
cette zone géographique correspond-elle. Donc en fait, c'est croissant fertile, Irak, Syrie, ça vient un peu courir jusqu'à la Palestine et le nord de l'Égypte. Donc ça, c'est pour travailler sur la première zone géographique sur laquelle on va constater une sédentarisation. Ensuite, pour les faire travailler sur les premiers alphabets. Donc toujours des choses très visuelles et des questions assez simples. Mais c'est jalonné de ressources à lire ou de vidéos à consulter. Donc c'est la globalité. Mes questions ne sont pas difficiles, c'est volontaire, c'est pour que justement l'étudiant ne se sente pas accablé par la masse de travail, surtout au début de l'année. Donc que voit-on à gauche? Donc là, il peut supposer plusieurs choses. Donc moi, ce que je leur conseille, parce que les 2 premiers cours, en fait, je suis là pour les 2 premiers, pour justement leur donner toute la base de travail. Je leur dis d'avoir un petit brouillon et de répondre au brouillon à mes questions. Donc là, en l'occurrence, à gauche, c'est une roue. Voilà, c'est une roue. Et ça va servir à labourer les premiers champs. Donc c'est lié à l'intensification de l'agriculture. Et donc, sur les premières séances, mais juste les toutes premières du thème 1, je les aide à formaliser la synthèse. C'est-à-dire que je me dis, là, il y a peut-être des gens qui sont en rupture scolaire depuis un bout de temps et qui ne savent pas comment travailler, qui n'ont pas les méthodes. Donc là, je dis, bon, ben là, on fait une première synthèse des premières diapos. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On est sur telle période, croissant fertile, zone géographique, il faut les repères. Les progrès, on a noté l'écriture, la comptabilité. Et puis, il y a la roue. La roue, c'est la sédentarisation, c'est l'intensification des cultures. Donc, qui dit intensification des cultures dit propriété privée. Voilà. Donc, finalement, la première fiche synthèse, quasiment, je la fais avec eux. Et donc, je continue. Ensuite, la Mésopotamie. Donc, quels sont les atouts géographiques de cette zone? Pourquoi c'est dans cette zone que ces premiers progrès se sont passés? Et donc là, je travaille avec eux directement sur les grands fleuves, le Tigre, le Frat, le Nil, et sur la proximité des mers, donc sur des zones qui sont intéressantes et plutôt bien placées. Dans chacun des cours, dans chacune des séances, normalement à peu près, voilà, il y a une proposition de vidéo. Là, je parle de l'agriculture, et finalement, quand on parle d'agriculture, on parle aussi finalement du jardinage et du coup d'un certain art qui va se développer, qui est celui de travailler les jardins, de les rendre beaux, agréables. J'active, je vais vous mettre juste le lancement pour que vous puissiez. Dans l'idéologie babylonienne, la ville de Babylone appartenait au dieu Marduk. Le roi exerçait un pouvoir absolu et nourrissait des ambitions démesurées. Ils ont conquis Jérusalem. Ils contrôlaient presque tout le Proche-Orient. Son armée a assujetti quasiment toutes les nations du Moyen-Orient. Ces soldats ont conquis Ninive, la capitale assyrienne. Ils ont envahi la Syrie et étendu leur territoire jusqu'à Jérusalem et même jusqu'au nord de l'Égypte. Les peuples vaincus ont été réduits en esclavage. Et les tribus des pays soumis ont permis de construire celle qui allait devenir la plus vaste cité du monde. Elle mesure au total 96 km de long. Sur ce mur, la voie est si large que 2 chars à 4 chevaux peuvent s'y croiser sans problème. Aujourd'hui, les historiens estiment qu'à son apogée, Babylone comptait jusqu'à 180 000 habitants. C'est parfait. Donc là, pour montrer un peu quel type de vidéo je choisissais, donc là, ça fait un petit peu un effet film. L'objectif, c'est pas qu'ils ouvrent la vidéo et qu'ils la trouvent inintéressante, réparative, un débat, quelque chose qu'ils ne vont pas suivre. Mon idée est de les appâter un petit peu. Donc moi, je rends obligatoire peut-être le visionnage de 5 minutes, voilà, sur des petits extraits. Parfois, je dis même de telle minute à telle minute. Ça leur fait jamais quelque chose de très conséquent. Ça fait en général moins de 10 minutes. Mais avec l'idée qu'ils peuvent être intéressés par l'outil,
par le support et que du coup, ils vont peut-être regarder plus pour le plaisir en disant « Bon, c'est pas mal, j'y vais, je regarde un peu plus ». Voilà. Et s'ils regardent un peu plus, ils s'imprègnent vraiment de toutes les données historiques qui m'intéressent. Mais en tout cas, le petit extrait est suffisant pour suivre le cours. Donc j'ai souvent fait comme ça. Tout à l'heure, je vous montrais aussi une bande-annonce de film dont je me suis servi. Et je continue sur chacun des sujets que je veux aborder. La monnaie, je peux très bien proposer un PDF à lire de 15 pages sur la monnaie. Ça n'aura aucun effet. Donc, j'ai plutôt dit, bon voilà, sur Citeco, ils parlent des coquillages et des dates. Et ça va quand même assez les intéresser. Les coquillages aussi, il y en a beaucoup ici utilisés pour les colliers, etc. Ça a pu être utilisé en Polynésie. Hein. Et je leur explique que du fait qu'on puisse les conserver et les compter, hein, énumérer, les compter, eh bien, en fait, on conservait des dates et des coquillages pour pouvoir échanger des produits. Donc, j'en fais pas trop, j'ai pas besoin qu'ils apprennent par cœur le PDF de 15 pages sur la monnaie. À la fin, je suis toujours sur ma première séance à retenir. Donc, la monnaie est inventée pour son usage. On succède à une période de troc. On essaie d'échanger une vache contre un sac de blé. Le problème est que la vache est beaucoup plus grosse que le sac de blé, donc il nous faut quelque chose pour compter et pour couper. Je ne vais pas me retrouver à couper ma vache en deux. Donc, je leur explique ça un peu dans le cours. Et donc, première monnaie, date et coquillage, puis ensuite, la monnaie de métal sous Hammurabi, roi de Babylone. Et donc, comme on vient de parler de cette zone du monde, ça ne les perturbe pas. J'ai dû parler, en fait, des rois de Lydie et de Crésus, parce qu'on va parler ensemble d'une autre monnaie, la chryséide. Et du coup, je me suis dit, bon, ben là, c'est pareil, parlons de la chryséide, mais d'une forme assez sympathique. Donc, j'ai utilisé le proverbe relatif à Crésus, riche comme Crésus, et j'ai essayé de leur conter l'histoire et d'expliquer pourquoi il y a ce proverbe, quelle est l'histoire de ce proverbe. Et c'est parce qu'en Lydie, qui était un territoire où régnait Crésus, eh bien, c'est la première monnaie frappée qui a la forme d'un haricot, sur laquelle on retrouve un lion et un taureau. Et Crésus est le premier roi à avoir pensé qu'il fallait repérer d'où venait la monnaie, et donc à avoir frappé à l'arrière de la monnaie un signe. Pour lui, c'était un carré qui permettait de repérer que cette monnaie venait bien de Lydie. Et donc, à la fin, je propose une chronologie pour pouvoir essayer de repérer avec quelques questions. Par exemple, là, il devait repérer que la chryséide se trouvait ici. Et à la fin, on termine avec les 3 grandes fonctions de la monnaie, donc sur une partie de cours un peu plus théorique, mais il y avait une ressource à consulter très rapide. Et je termine ce cours avec les prémices des activités bancaires, donc tout ce qui est prêt et dépôt rémunéré. Sur Citeco, on parle du lien monnaie-religion ou prêt-religion. La religion, c'est un sujet complexe. En général, on évite de l'aborder en classe. Et bien là, en fait, je les sereine parce que c'est sur Citeco. Et dans cet extrait, on indique que les prêts à intérêt entre co-religionnaires, c'est-à-dire entre gens de même religion, sont interdits. Donc, je saisis cette occasion pour dire, si c'est interdit, c'est que ça existe. Donc, on est bien à cette période sur les premiers prêts à intérêt, à condition qu'ils ne soient pas entre co-religionnaires. Donc, je dois dire que je pense étoffer aussi un petit peu leur vocabulaire, parce que je ne suis pas sûre que ce terme de co-religionnaire soit assez facile. Voilà, mais voilà, dit dans une phrase, on le comprend très très bien. Donc, ils avaient juste à retenir ça. Cette phrase, cet extrait trouvé dans Citeco indique que le prêt à intérêt existe. Et on arrive progressivement vers les premiers textes juridiques. Les tout premiers textes juridiques ne sont pas des documents sur lesquels on écrit. Pourtant, l'alphabet et la comptabilité existent déjà. On les a vus un peu plus haut. En fait, ces textes étaient gravés. Et on appelle ça le code d'Hammurabi. Donc, ils étaient directement frappés à l'intérieur d'un objet qui ne pouvait pas disparaître. Et c'était surtout les prêtres qui s'occupaient de ça, sous Babylone toujours. Et ça permettait de garder une trace des différents prêts, mais aussi de la propriété privée. Telle terre appartient à telle période, etc. Donc, des données qui doivent avoir une certaine longévité. Donc là, vous voyez, toutes les sources sont rappelées de manière à ce qu'ils puissent retourner dessus. Et du coup, je vais vous montrer maintenant comment, à la fin, j'opère la correction, puisqu'ils ont travaillé sur ça en autonomie. Donc, voilà. Et donc, voilà la séance au format vidéo commenté. On va commencer avec le premier thème, donc l'économie du néolithique aux civilisations antiques.
thème est découpé en 5 parties. De temps de travail pour consulter les ressources et réfléchir aux questions posées. L'idéal pour moi, ce serait que vous répondiez aux questions par vous-même et qu'ensuite vous écoutiez, après 2-3 diapositives de travail, les réponses que je vous propose enregistrées sous format bande-son. Donc les réponses sont attachées à chaque diapositive pour que vous puissiez vous y retrouver au moment des révisions. Il est vraiment intéressant d'essayer de travailler. Donc là, vous voyez, c'est la première séance. Je l'ai faite avec lui en présentiel, mais je me dis, il y a tout un groupe qui n'est pas avec moi, qui suit chez lui, qui travaille, etc. Donc je redonne toutes les méthodes de travail. Et sinon, ensuite, c'est plutôt les commentaires ou les ajouts en rapport avec chacune des diapositives. Ce sont des dates que l'on peut compter, qui se conservent, qui peuvent se transporter. Cela peut être également les choris, les petits coquillages que vous voyez à gauche et qui vont servir également de monnaie d'échange parce qu'elles ont les mêmes propriétés. Ensuite, dans la chronologie de la monnaie. Et voilà. Du coup, le format de correction enregistré ici fait 13-14 minutes. Donc, dans l'ensemble du travail qui est demandé, c'est consulter sans regarder la correction au début, essayer de réfléchir aux questions posées, aller voir les ressources, faire une petite fiche et puis consulter la correction pour essayer de voir si j'ai tous les éléments. Normalement, ce qui est noté, ce sont les grandes lignes et j'avais indiqué aux étudiants qu'ils devaient avoir environ une page recto pour chaque séance. Donc ça leur faisait à la fin 40 pages recto, donc 20 feuilles recto-verso à réviser pour les examens. Voilà. Donc là, il nous reste un petit quart d'heure, c'est surtout pour répondre à vos questions, pour éventuellement discuter. Donc là, j'ai bien noté la bonne idée de l'intelligence artificielle et pour voir si vous vous interrogez sur certains points. Peut-être que l'intérêt pour l'enseignant, alors je vais vous expliquer, normalement, quand on hybride comme ça, on a une bonification horaire, normalement. Bon, moi, j'ai un statut un peu particulier, je n'ai pas eu la bonification horaire. Donc, on peut dire, bon, et pourquoi elle s'est lancée dans ce projet? D'abord, j'avais envie de vérifier si j'approche la cinquantaine, je me dis non, le numérique, c'est quand même pour moi, je vais y aller, on verra bien ce que ça donne. Donc, j'y suis allée. Et puis, deuxièmement, en fait, j'avais l'impression de me retrouver comme une idiote quand j'étais en amphi. J'étais censée avoir 240 personnes et qu'en fait, j'en avais 15, 20, 30. Je me sentais inutile et j'avais l'impression moi-même d'être mal à l'aise. J'avais toutes ces places vides et surtout, je n'arrivais jamais à avoir une conversation avec un étudiant parce que des fois, je les interpellais, vous n'êtes pas nombreux, venez, on discute du cours, etc. Je n'avais jamais aucun retour. Par contre, j'ai bien noté qu'ils sont très bavards à distance et que, question de génération, c'est plus facile pour eux de me poser une petite question par messagerie que de poser la question en amphi. Et donc, j'ai levé en quelque sorte les difficultés qu'il pouvait y avoir ou la gêne qu'il pouvait y avoir chez les étudiants, tout en me sentant, moi, plus à l'aise avec un groupe aussi important, à l'aise finalement, parce que je gérais à distance, mais j'aimais bien gérer mon cours et je ne me sentais pas inutile en étant face à un amphi. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne solution pour gérer le gros absentéisme qu'on peut avoir dans les amphis. C'est bon, je coupe alors s'il y a pas. Et du coup, comme je sais pas, c'est une branche, c'est ça? Alors, je suis sur Espadon et ça correspond à Moodle sur le second degré. Donc, toutes les activités utilisées sont des activités qui sont utilisables dans le second degré puisque c'est exactement les mêmes modalités. Donc là, je crois que c'est là, par exemple. En fait, on insère alors soit des quiz, des mots croisés. À un moment, il y a une photo, tiens, celle-ci. Par exemple, en activité, ils avaient à la refaire en puzzle. Alors, c'est juste pour faire une pause dans leur esprit, pour se dire, ils me demandent de travailler 4 heures sur le thème. Au bout d'un moment, je m'arrête un peu, je souffle, allez, je fais ce qu'elle me dit.
la petite activité. Et à mon grand étonnement, il n'y a pas de rendu obligatoire, hein, mais parfois j'ai des étudiants qui m'ont renvoyé le travail, qui me disaient, madame, c'est quoi la date pour te renvoyer, par exemple les mots croisés ou d'autres activités plutôt ludiques, hein. Et je lui ai indiqué, non, pas de souci, c'est pour vous, c'est pour avancer tranquillement, mais il n'y a pas de rendu obligatoire. Je n'ai valu qu'avec les CC. Donc c'est sur Moodle. Et en fait, c'est ça le seul. Oui. C'est le seul souci. C'est que ça fait 2 jours que je vois des enseignants faire des choses qui me font envie, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas le matériel. Alors, c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que j'adorerais pouvoir remonter des choses comme ça. Je suis waouh, bravo, tout, j'ai envie d'applaudir en partant. Et moi, je me sens incapable de... En plus, je l'ai dit à un moment, je vais demander aux... Oui, sur l'IA. J'ai personne à qui demander. Normalement, on devrait tous avoir des référents numériques, que ce soit à l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur. Sauf qu'en lycée, j'avais pas. Mais c'est ça, moi, au lycée de Malina, ils sont 3, mais ils sont débordés. S'il fallait que j'aille lui envoyer un truc, comment j'ai eu la vidéo à tel endroit, comment je peux... Ouais, c'est ça. C'est qu'en lycée, je ne m'étais pas lancée non plus. Ici, la proximité fait que le service numérique, voilà, mes collègues ont épaulé, mais j'ai démarré par 3 heures d'enseignement. Oui, bien sûr. Et ça, c'est l'aboutissement au bout de 4 ans. C'est quand même un sacré investissement. Mais je ne sais pas, la DAN, c'est uniquement pour la sécurité. On peut demander à la DAN. Donc, il y a bien un service d'assistance académique. Ah oui. Voilà, c'est ça. Personne n'en a jamais parlé. Et voilà, c'est la DAN, D-A-N-E. Ouais. Il faut avoir un petit projet, c'est-à-dire peut-être les PowerPoint. Moi, je suis partie. Je peux te dire, je vais te dire, j'étais novice et je me posais des questions sur aussi mon implication par rapport à mon âge. Je ne suis pas non plus la toute jeune qui va se lancer dans plein de projets. Donc, je m'étais posé cette question. Je suis partie de mes PowerPoint que j'ai fait en présentiel la première année. J'ai essayé de les rendre un peu plus ludiques. Ensuite, je leur ai dit, bon, comment je vais évaluer? Tu dois faire des quiz, tu dois faire 200 questions, prépare tes questions, tu reviens nous voir. Et en fait, ils ont des outils, et notamment pour les questions, moi je les ai faites sur Word. Il m'a juste donné des petites indications. Par exemple, ne me mets pas des majuscules pour démarrer les modalités de réponse, ça. Donc il m'a donné un petit guide avec 4-5 indications. Donc j'ai tout tapé sur Word, il l'a mis dans son logiciel. 2 secondes après, il avait le QCM généré. Ils ont tous les outils. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut que tu trouves la personne qui va te dire, quand tu fais tes questions d'insérat, il faut que tu fasses ça. Et tu as maximum 10 indications. Et je suis partie avec mon Word et il a fait ça en quelques secondes. Donc voilà, c'est aussi ça, il faut les indications. Oui. Pareil, en fait, là, je dirais qu'il y a peut-être au total sur les 4 ans, 10 heures de rencontres, pas plus. C'est-à-dire que quand la première fois c'était avec les PowerPoint et il m'a dit voilà la manip, etc., je prends mes notes et ensuite à distance je dis tu peux vérifier, il me dit c'est bon, voilà. Et en fait, en tout, sur les 4 ans, on a peut-être eu 10 heures de concertation, pas plus que ça. Donc c'est pas si conséquent. Oui, pendant la période Covid, on s'est trouvé comme des idiots. En France, mais qu'est-ce que je fais? Comment j'envoie des trucs aux élèves? Ça se... Il y a des personnes qui ont les compétences numériques, qui ne font pas à ta place, mais qui t'accompagnent à toutes les étapes. Moi, j'y suis allée avec des PowerPoint. J'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il m'a guidée. Donc au début, il n'y avait pas, par exemple, les indications de temps. Donc il y a un moment, il a regardé, il m'a dit, Nassira, quand tu es à distance, il faut que tu leur mettes du minutage. Ok, je vais évaluer. Donc je retourne sur mon cours, je dis, bon, ça c'est en 30 minutes. Et j'ai placé mon minutage. Et sur chaque étape jusqu'à la fin. Et donc là, tu vois, sur l'aspect visuel, là, que tu vois, et l'ergonomie, le fait de faciliter le déplacement dans l'espace de cours, ça, on s'en est occupé cette année. On ne s'est vu qu'une seule fois. Donc 1 heure, 1 heure et demie. Il m'a montré sur le premier thème, j'ai noté toutes les manipulations, puis après j'ai juste reproduit. Et à distance, je lui dis, est-ce que tu peux vérifier si mon passage d'une activité à l'autre, bon, il me l'a montré 1 fois, 2 fois, je dis ça, est-ce que tu peux regarder? Il a vérifié, il me dit, ok, c'est bon. Se refaire après, parce que sinon, si... Oui. Donc en fait, je note juste les étapes. Mais en général, comme on travaille à chaque fois sur 1 ou 2 petites choses à améliorer, bon, ça va, je note et j'arrive à chez nous. Et moi, je peux joindre la dame. Bien sûr. Oui. Je suis en Polynésie depuis 2011. Personne ne m'a jamais parlé. Voilà.
c'est bien dommage. Mais... Ah, mais je suis dur. Ouais. Si, tu peux être assisté. Il suffit que tu aies un cours. Voilà, tu choisis un cours, pas trop conséquent au début. Tu te lances. Et puis après, une fois que tu auras pris la main sur un enseignement, tu peux avoir le reste. Alors, il y en a un que j'ai montré dans le Pécha Coucha lundi, je ne sais pas trop, mais il y a un atelier qui peut se faire à distance, qui est très sympa. Je peux te montrer. Et là, j'ai découvert quelque chose, mais je me dis, mais c'est pas possible, je ne connaissais pas avant. Alors là, en ligne, donc le stage. C'est un atelier, je vais essayer d'expliciter. Voilà, c'est ça. Auto-évaluation ou évaluation par les pairs. Je rentre dedans peut-être. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est que du paramétrage. Après, ça apparaît tout seul. C'est un atelier de collaboration entre élèves. C'est super intéressant. Donc, tu choisis un petit groupe d'élèves. Tu leur donnes en phase de mise en place un travail à faire. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est des futurs enseignants. Donc je leur ai dit, chacun prépare une séance qu'il va en fait faire devant élèves au prochain stage. Donc là, on est bien en amont. Donc là, on fait un premier test ensemble. Je leur dépose une séance que moi j'ai faite avec une grille d'auto-évaluation, une grille d'évaluation. Ils la prennent en main et regardent, bon, dans ton cours, madame, il n'y avait pas d'accroche, tes questions sont mal posées, etc. Donc on regarde, on corrige ensemble. Phase de mise en place. Ensuite, la phase de remise des travaux. Là, c'est tous les étudiants qui ont déposé une séance. Donc il y en a 12 qui sont attendus. Là, ça se remet à 0 à chaque fois. Et donc, je donne une date butoir. Ils viennent juste, hop, déplacer leur fichier, le poser. Une fois que ça c'est clôturé, que je viens vérifier que tout le monde a posé, je ferme la phase. J'ouvre la phase suivante. Dans la phase suivante, c'est l'outil Moodle qui va répartir les travaux entre les différents élèves, qui va donner la séance de machin à Trucmuche, la séance de l'un, et il va répartir les séances de manière comme ça, hasardeuse. Donc là, ils ont la grille qu'on avait testée dans la première phase. Chacun doit noter la proposition de séance de son camarade et doit la commenter en disant ben là, le document que tu leur proposes, il me semble trop long, je ne trouve pas la réponse, etc. Donc en fait, il est en train de corriger la séance préparée par l'autre étudiant. Et du coup, ensuite, à la dernière, il dépose les évaluations et moi, j'ai ma dernière vérification d'enseignante et je tenais compte de leurs notes dans ma propre note. Et c'est un atelier dans lequel, à part le paramétrage, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, à distance, ben, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ça. Tout ça est déjà proposé par Moodle. On a juste à générer des dates butoirs ou à dire combien de travaux. Voilà, mais en fait, l'atelier en lui-même, ben, tu choisis atelier et après, top, ça te demande 2-3 dates et c'est parti. Donc, il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Et du coup, en disant par rapport à cette hybridation que tu mets en place, est-ce qu'en présentiel, du coup, tu as monté des exécutifs? Alors, en présentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, en général, au premier cours, tu as tout le monde. Et en fait, moi, du coup, je n'en ai plus que 4, mais ils sont bien placés. La première séance, où tout le monde vient. La deuxième séance, où en général ne viennent que ceux qui n'ont pas bien compris. Ils ne comprennent pas c'est quoi ton hybridation, madame, qu'est-ce que je dois faire, je te rends quand les travaux, etc. Donc là, finalement, c'est différencié à ce moment-là, parce que je n'ai pas tout le monde, mais tant mieux. J'ai ceux qui ne comprennent pas bien. Et là, en fait, je prévois même une demi-heure où je leur dis, lancez-vous, travaillez. C'est moi qui circule dans l'amphi. C'est assez bizarre, mais c'est ce que je fais. Ensuite, on ne les revoit pas du tout, enfin, je ne les revois pas du tout. Et j'en ai placé un avant le premier CC. Donc, tous ceux qui ont bossé, mais qui ont encore des questions, qui ont encore des doutes, etc., vont venir parce qu'il y a l'examen juste après, donc une semaine avant. Et ensuite, le dernier cours en présentiel, une semaine avant le deuxième examen. Donc, s'ils ont raté le premier, en général, ils viennent à cette séance-là parce qu'ils ont le dernier examen. Donc, en fait, je n'ai que 4 séances plutôt bien placées. Tout le monde ne vient pas, mais finalement, ne viennent que ceux qui sont intéressés par un échange avec moi. Donc, ça me convient.
Le souci, c'est vrai que, mis à part l'événement ponctuel du Covid, on a aussi, nous, quand on est en formation, où on appelle nos élèves, où on a d'autres choix, d'autres priorités. Et, malgré le pacte que nos collègues nous remplacent, c'est pas ce qu'on voulait vraiment faire, c'est pas comme ce qu'on voulait faire, voilà. Et du coup, ce serait une alternative beaucoup plus intéressante, quoi. On les laisse en autonomie, ils vont s'aider, ils se trouvent dans une salle informatique, ils se connectent et ils font les exercices pour la demande. Tout à fait. Et alors moi, j'ai noté un autre intérêt dans le second degré. Donc j'ai eu pendant 20 ans des classes dans le second degré, BTS, première terminale. Il y a un problème de prise de notes. C'est-à-dire que quand tu es en direct avec eux, tu as du mal à leur faire prendre en note. Je trouve que ça, finalement, je pourrais très bien l'utiliser en lycée parce que ça me permettrait de parler du cours avec eux, de ne pas constamment me battre pour qu'ils prennent en note parce que chacun sait qu'il peut retourner sur le cours, retrouver la ressource, prendre en note à son rythme, retravailler dans le calme. Et donc, en fait, ça pourrait servir de support à un cours. Et le prof n'aurait que l'animation et à gérer les élèves, sachant que toute la base est accessible, en fait, après. Donc, finalement, je trouve que c'est pas mal, même quand tu les as en présentiel.